C'était une journée lumineuse à la ferme Barrett. Les tribunes étaient pleines à craquer et la compétition de domptage la plus attendue de l'année battait son plein. Au centre de l'arène, un cheval noir à la crinière d'argent, nommé la Foudre, frappait le sol avec fureur. Ses sabots faisaient jaillir la poussière dans toutes les directions, comme s'il voulait effacer la trace de ceux qui osaient l'affronter. Personne ne pouvait s'approcher sans être violemment projeté à terre. Antonio Barreto, le riche propriétaire des lieux, observait la scène depuis une loge luxueuse, un verre de whisky à la main et un sourire narquois aux lèvres. «J'offre 100 000 réals à celui qui parviendra à monter cette bête pendant 5 minutes», annonça-t-il en se levant. Des acclamations, des rires et des cris envahirent l'air chaud. Plusieurs dompteurs se précipitèrent vers les portes de l'arène, chacun plus arrogant que l'autre. «Je viens du Pantanal, j'ai dompté bien pire que ça», cria l'un d'eux avant d'être balayé par un coup de sabot bien placé. Un autre tenta sa chance, criant qu'il était le meilleur du pays. Il bondit sur la selle, fut propulsé en arrière dès la première seconde. La foule riait, certains filmaient, d'autres pariaient. Le rire d'Antonio se faisait de plus en plus fort à chaque échec, résonnant comme un tambour de moquerie. «Aucun d'eux ne tiendra 5 secondes, encore moins 5 minutes», lança-t-il hilar. Parmi les spectateurs, un vieil homme se tenait debout, silencieux. Il portait des vêtements usés, une barbe blanche et un vieux chapeau. Il tenait une canne usée qu'il n'utilisait même pas, la tenant seulement comme un souvenir d'une jeunesse déjà loin. Personne ne semblait le connaître. Il s'appelait Elias, et à 70 ans, il semblait porté par une détermination qui dépassait la simple curiosité. Rosa, sa femme, était malade à la maison. Les médicaments étaient hors de prix. Ce concours était sa dernière chance. Ce matin-là, il avait trouvé un dépliant devant la pharmacie. Concours de dompteur. Prix 100 000 réais. Il avait d'abord hésité, puis il avait regardé Rosa, affaiblie dans son lit, et il avait su qu'il n'avait pas le droit de renoncer. Quand il s'était présenté pour s'inscrire, l'homme à l'accueil avait été pris d'un fou rire. « Vous voulez participer? Bonne chance, papy !» Quand le nom d'Elias dos Santos fut annoncé au micro, la foule éclata de rire. Quelques-uns applaudissaient avec moquerie. «Amenez-le directement à l'hôpital», plaisanta un jeune homme. «Il va se casser le bassin avant même d'approcher», renchérit un autre. Mais Elias ne répondit pas. Il enleva simplement son chapeau, leva les yeux au ciel et murmura « Pour toi, Rosa ». La porte grinça. Un silence soudain enveloppa l'arène. La foudre renifla, frappant le sol avec plus de force. Le cheval avait déjà fait tomber 6 hommes cet après-midi. Un murmure parcourut les gradins. « Qui est cet homme ?» demanda un dompteur. « Un fou de plus !» répondit un autre. « Une veillée funèbre en direct !» se moqua quelqu'un en croquant du pop-corn. Mais la foudre ne chargea pas. Il fixa Elias avec intensité, comme s'il le reconnaissait. Elias s'approche doucement, sans un mot. Il s'arrêta à quelques pas, retira son chapeau et salua l'animal. Puis, en tendant lentement la main, il effleura l'encolure de la foudre. Le cheval ferma les yeux un instant, longuement, comme si ce simple geste avait ravivé un souvenir enfoui. Antonio, dans sa loge, se redressa. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il. La tension était à son comble. Elias monta doucement sur le cheval. Aucun coup de sabot, aucun hennissement furieux. La foudre resta immobile. Quand Elias tira légèrement sur les rênes, le cheval se mit à marcher calmement. La foule était figée, les caméras s'activèrent, les téléphones furent enlevés. Et puis, d'une voix calme, Elias dit « Ils ont dit qu'il était un monstre, mais il avait juste besoin d'être reconnu. » Antonio n'avait plus aucun rictus. Elias, lui, gardait les yeux humides. Il caressait la crinière du cheval comme on retrouve un ancien compagnon. Puis il parla, d'une voix qui brisa le silence. « Ce cheval, je l'ai vu naître. Je l'ai nourri au biberon. J'ai veillé sur ses premières fièvres. Mais j'ai dû le vendre quand j'ai perdu mes terres. Je ne l'avais plus revu. Jusqu'à aujourd'hui. » La foule ne riait plus. Même les journalistes étaient muets. Antonio, blême, réalisait qu'il avait acheté ce cheval sans jamais s'intéresser à son histoire. Il avait vu un animal. Elias voyait un lien. Les anciens dompteurs, ceux-là même qui ricanaient plus tôt, baissaient maintenant les yeux, mal à l'aise. Quand Elias descendit, les jambes tremblantes, la foudre se tint à ses côtés comme un protecteur.
Il marcha jusqu'au centre de l'arène, où un homme l'attendait avec l'enveloppe contenant le prix. Elias la prit, leva les yeux et dit « Ce n'est pas pour l'argent, c'est pour Rosa ». Et dans ce moment suspendu, chacun comprit qu'il était venu pour quelque chose de plus grand. La première révolution ne fut pas dans le domptage, mais dans les cœurs. Elias marche lentement, tenant l'enveloppe comme si elle pesait bien plus que de simples billets. La foudre marchait à ses côtés, paisible, comme un vieil ami revenu d'entre les souvenirs. Personne n'osa les arrêter. Il franchit les grilles de l'arène comme on sort d'un rêve. En route vers sa maison, il ne croisait que des visages médusés. Certains spectateurs s'étaient mis à le suivre en silence, d'autres l'observèrent de loin, trop émus pour parler. Un enfant tira timidement sur la manche de sa mère. « Maman, c'était un magicien !» Quand il arriva devant la petite maison de bois où il vivait depuis des décennies, la porte grinça comme toujours. Rosa était là, allongée sur le lit, la peau pâle, les yeux cernés, affaiblie par les jours sans soin. Elle entendit les pas familiers et tourna lentement la tête. Lorsqu'elle vit Elias, debout dans l'encadrement, les yeux embués et l'enveloppe en main, un faible sourire naquit sur son visage fatigué. « Tu l'as fait, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle d'une voix tremblante. Il hocha la tête et s'approcha du lit. S'asseyant doucement à ses côtés, il prit sa main dans la sienne. « L'argent est là. Demain, on va chercher tes médicaments. On trouvera un moyen, ensemble, comme toujours. » Elle ferma les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, elle dormit en paix. Elias resta là, à la regarder, oubliant le tumulte de la journée, oubliant la fatigue, oubliant même qu'il était vieux. Tout ce qui comptait, c'était cette main dans la sienne, cette respiration calme, ce silence réconfortant. Dans ce moment suspendu, il sentit que tout valait la peine. Les blessures du passé, les pertes, les humiliations. Tout prenait sens. Dans la cour, la foudre tournait lentement, inspectant les lieux. Puis il s'étendit sous un arbre, comme s'il retrouvait enfin sa place dans le monde. Il ne hennit pas, ne chercha pas à s'enfuir. Il restait immobile comme une sentinelle. Le lendemain, Elias acheta les médicaments. Le pharmacien, qui avait entendu l'histoire, refusa d'être payé. « Ce que vous avez fait nous a appris plus que n'importe quel remède », dit-il, les larmes aux yeux. Les nouvelles se répandirent vite. Les journaux parlèrent du dernier dompteur. Les images de l'homme et du cheval firent le tour des réseaux sociaux. Des vidéos circulaient partout. Certaines atteignaient des millions de vues. On venait frapper à sa porte pour le remercier, s'excuser ou simplement pour voir de leurs propres yeux. Elias ne cherchait ni gloire, ni revanche. Il ne gardait aucune rancune. Il savait que le monde était dur avec ceux qui paraissaient faibles. Il accueillait chacun avec le même regard bienveillant, la même patience silencieuse. Chaque jour, Rosa allait un peu mieux. Ses joues reprenaient des couleurs. Elias, lui, souriait plus souvent. Il parlait moins, mais il écoutait davantage. Il passait du temps dans la cour, à côté de la foudre, parfois en silence, parfois à voix basse, comme s'il se racontait les années perdues. Le soir, il lisait à Rosa quelques pages d'un vieux livre, pendant que le cheval les écoutait depuis la fenêtre. Les enfants du village venaient l'observer de loin. Certains osaient s'approcher. Un jour, un petit garçon lui demanda « Comment vous avez fait pour apprivoiser le cheval ?» Elias répondit simplement « Je ne l'ai pas apprivoisé, je me suis souvenu de qui il était. Et lui, il s'est souvenu de qui j'étais. » Ces mots, simples mais profonds, se propagèrent dans tout le village. Ils furent imprimés sur les murs de l'école, cités dans des sermons, gravés dans les cœurs. Cette phrase devint une légende. Les jeunes la répétaient, les anciens en pleuraient. Antonio Barreto lui-même finit par se présenter un jour, seul, sans caméra, les mains vides, mais le regard changé. Il s'excuse. Il proposa de racheter la foudre, offrant une somme 3 fois supérieure au prix du concours. Elias le regarda calmement. « Ce cheval n'est pas à vendre, monsieur Barreto. Il est une partie de ma vie, et ma vie n'est pas à vendre. » Barreto ne dit rien de plus. Il inclina simplement la tête et partit. Ce jour-là, Rosa buvait un café à la table de la cuisine, les mains encore un peu tremblantes, mais le regard vif. La paix était revenue dans leur maison. Et pour ceux qui avaient tant combattu, cette paix était déjà une victoire immense. Dans le village, on ne parlait que de cela. On amenait les enfants voir la foudre.
Elias les accueillait sans rien attendre en retour. Il ne cherchait pas à briller. Il voulait seulement que les gens comprennent ce qu'il avait compris, que l'amour et la mémoire valent plus que la force brute. Chaque jour était un hommage à cette vérité simple. Chaque sourire de Rosa était une victoire silencieuse. Et la foudre, libre dans la cour, était le symbole vivant de tout ce qu'ils avaient surmonté ensemble. Le matin, Elias s'asseyait sur le banc en bois près du portail, saluant les passants, racontant parfois son histoire à ceux qui avaient le courage de demander. Il devenait, sans le vouloir, le cœur vivant du village, et chaque soir, en regardant le ciel rougir au-dessus des collines, il se disait en silence « Merci d'avoir attendu ». Les semaines passèrent, marquées par une quiétude nouvelle. Rosa retrouvait peu à peu des forces, sa voix reprenait de l'assurance, et ses gestes devenaient plus sûrs. Elias poursuivait ses journées à petits pas, rythmé par les soins à sa femme et les longues promenades dans la cour avec la foudre. Il parlait peu, mais son regard en disait long. Il portait en lui la sérénité de ceux qui ont traversé les tempêtes et trouvé la paix au bout du chemin. Un matin, alors qu'il cueillait quelques herbes médicinales derrière la maison, il aperçut un groupe d'enfants accoudés à la clôture. Parmi eux, un garçon s'avança timidement. Elias lui fit signe d'approcher. Le petit s'assit sur la marche en bois, près de lui. « Est-ce que la foudre est magique ?» demanda-t-il. Elias sourit. « Il est ce que tu vois en lui. Si tu vois de la magie, alors il l'est. » Dans les jours qui suivirent, de plus en plus de visiteurs se présentèrent. Des journalistes, des étudiants, des rêveurs. Certains voulaient simplement écouter Elias parler. D'autres venaient pour voir le cheval. Aucun ne repartait indemne. Il ne donnait pas de leçons, ne cherchait pas à enseigner. Il partageait seulement. Une mémoire, une émotion, un regard. Et cela suffisait. L'école du village l'invita un jour à raconter son histoire aux élèves. Elias hésita. Il pensait ne rien avoir d'important à dire, mais il accepta. Le jour venu, il entra dans la petite salle de classe, le vieux chapeau à la main, et posa sur la table une photo d'un poulain, tout juste né. « C'est lui », dit-il simplement. Il raconta alors l'histoire du poulain, de l'homme, de la terre vendue, du temps qui passe. Quand il eut fini, le silence était total. Un garçon leva la main. « Est-ce que vous vous êtes senti trop vieux pour essayer ?» Elias répondit avec douceur. « Tous les jours. Mais l'amour nous donne de la force là où il n'y a que fatigue. » Cette phrase, elle aussi, circula. Des jeunes commencèrent à l'écrire dans leurs cahiers. Des adultes la répétaient au coin du feu. Elle devint un mantra discret, un écho d'espoir dans ce petit monde rural. Elias, lui, continuait de vivre simplement. Il aidait les voisins, réparait des clôtures, soignait les animaux. La foudre le suivait partout, comme une ombre silencieuse. Un après-midi, alors que le soleil déclinait, Elias s'assit sur une souche d'arbre près de l'enclos. La foudre s'approcha et posa doucement sa tête sur l'épaule du vieil homme. Ils restèrent ainsi, sans parler, respirant au même rythme. Elias murmura « Si je pars avant toi, veille sur elle pour moi. » Le cheval ne bougea pas, mais un frémissement parcourut sa crinière. Il comprenait. Les mois passèrent. Le corps d'Elias devint plus lent, ses gestes plus mesurés, mais son esprit, lui, semblait rajeunir. Il riait plus souvent, racontait des anecdotes oubliées. Il prenait plaisir à regarder Rosa jardiner, à sentir le vent dans les rideaux, à entendre les sabots de la foudre sur la terre battue. Il savait que chaque jour était un cadeau. Puis un matin, Elias ne se leva pas. Il était là, allongé paisiblement, un sourire discret sur le visage, une rose séchée posée sur sa poitrine. La foudre hennit doucement, comme pour annoncer la nouvelle. Tout le village se réunit. L'enterrement fut simple, comme Elias l'avait souhaité. Les enfants portèrent des pancartes. Les héros vieillissent aussi. Des jeunes tenaient des fleurs. Les anciens pleuraient. La scène la plus marquante fut celle de la foudre. Il resta près du cercueil tout le temps de la cérémonie. Silencieux, digne, figé. Il semblait devenu de pierre. Après l'adieu, personne ne chercha à le monter à nouveau. Il vécut libre, dans les champs autour de la maison. On le voyait souvent marcher près de la clôture, s'arrêter un moment devant la fenêtre de Rosa. Elle le saluait d'un geste, les yeux brillants de larmes douces. La maison d'Elias devint un lieu de mémoire. On venait s'y recueillir, lire ces mots gravés sur une plaque de bois.
Ce souvenir s'est apprivoisé le temps, et chacun repartait avec quelque chose de changé. La légende du vieil homme qui avait dompté le cœur d'un cheval et celui d'un village entier était née. Les semaines passèrent, marquées par une quiétude nouvelle. Rosa retrouvait peu à peu des forces, sa voix reprenait de l'assurance, et ses gestes devenaient plus sûrs. Elias poursuivait ses journées à petits pas, rythmé par les soins à sa femme et les longues promenades dans la cour avec la foudre. Il parlait peu, mais son regard en disait long. Il portait en lui la sérénité de ceux qui ont traversé les tempêtes et trouvé la paix au bout du chemin. Le cheval semblait comprendre cette paix. Il ne s'éloignait jamais, dormant souvent à l'ombre du vieux chêne derrière la maison. L'école du village l'invita un jour à raconter son histoire aux élèves. Elias hésita. Il pensait ne rien avoir d'important à dire. Mais il accepta. Le jour venu, il entra dans la petite salle de classe, le vieux chapeau à la main, et posa sur la table une photo d'un poulain tout juste né. « C'est lui », dit-il simplement. Il raconta alors l'histoire du poulain, de l'homme, de la terre vendue, du temps qui passe. Quand il eut fini, le silence était total. Un garçon leva la main. « Est-ce que vous vous êtes senti trop vieux pour essayer ?» Elias répondit avec douceur. « Tous les jours. Mais l'amour nous donne de la force là où il n'y a que fatigue. » Cette phrase, elle aussi, circula. Des jeunes commencèrent à l'écrire dans leurs cahiers. Des adultes la répétaient au coin du feu. Elle devint un mantra discret. Elias, lui, continuait de vivre simplement. Il aidait les voisins, réparait des clôtures, soignait les animaux. La foudre le suivait partout, comme une ombre silencieuse. Certains habitants disaient que le cheval n'avait plus besoin de licol ni de barrière. Il restait parce qu'il avait choisi de rester. Le lien entre eux était si évident que personne n'osait plus en douter. On les voyait parfois marcher ensemble jusqu'au bord de la rivière, sans un mot, unis comme deux anciens compagnons de guerre. Un après-midi, alors que le soleil déclinait, Elias s'assit sur une souche d'arbre, près de l'enclos. La foudre s'approcha et posa doucement sa tête sur l'épaule du vieil homme. Ils restèrent ainsi sans parler, respirant au même rythme. Elias murmura « Si je pars avant toi, veille sur elle pour moi. » Le cheval ne bougea pas, mais un frémissement parcourut sa crinière. Il comprenait. Rosa les regardait parfois par la fenêtre, le cœur serré de reconnaissance. Elle savait qu'il existait un lien qui allait au-delà des mots. Parfois, elle sortait s'asseoir avec eux, enveloppée dans une couverture, et ils formaient un trio silencieux sous les étoiles. Les mois passèrent. Le corps d'Elias devint plus lent, ses gestes plus mesurés. Mais son esprit, lui, semblait rajeunir. Il riait plus souvent, racontait des anecdotes oubliées. Il prenait plaisir à regarder Rosa jardiner, à sentir le vent dans les rideaux, à entendre les sabots de la foudre sur la terre battue. Il savait que chaque jour était un cadeau. Les soirs d'été, il s'asseyait côte à côte sur le banc, devant la maison, écoutant les grillons chanter, partageant le silence comme un dernier trésor. Il n'avait besoin de rien d'autre. L'amour était devenu une présence constante, paisible. Puis un matin, Elias ne se leva pas. Il était là, allongé paisiblement, un sourire discret sur le visage, une rose séchée posée sur sa poitrine. La foudre hennit doucement, comme pour annoncer la nouvelle. Tout le village se réunit. L'enterrement fut simple, comme Elias l'avait souhaité. Les enfants portèrent des pancartes. Les héros vieillissent aussi. Des jeunes tenaient des fleurs. Les anciens pleuraient. Des souvenirs furent partagés, des silences respectés. Certains chantèrent une ancienne berceuse, celle qu'Elias murmurait autrefois au poulain. La scène la plus marquante fut celle de la foudre. Il resta près du cercueil tout le temps de la cérémonie. Silencieux, digne, figé. Il semblait devenu de pierre. Après l'adieu, personne ne chercha à le monter à nouveau. Il vécut libre, dans les champs autour de la maison. On le voyait souvent marcher près de la clôture, s'arrêter un moment devant la fenêtre de Rosa. Elle le saluait d'un geste, les yeux brillants de larmes douces. Il n'attendait rien. Il veillait, comme Elias l'aurait fait. La maison d'Elias devint un lieu de mémoire. On venait s'y recueillir, lire ces mots gravés sur une plaque de bois. Ce souvenir s'est apprivoisé le temps. Et chacun repartait avec quelque chose de changé. Une petite école ouvrit non loin de là, portant le nom d'Elias dos Santos. On y apprenait que la patience est une force,
que l'humilité mène plus loin que l'orgueil, et que certains liens sont éternels, même lorsque la vie passe. Une stèle fut installée à l'entrée du village, représentant un vieil homme et un cheval côte à côte. En dessous, une simple phrase. « Il n'a pas dompté, il a reconnu ».